Hello à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Shoujo sur le Twitch du Festival d'Angoulême. Je suis le Dr Pralinus, c'est moi qui va être un peu le conducteur, mais je suis en présence de deux invités de marque, deux invités remarquables que je vais présenter tout de suite. On est donc avec Diane Truc, qui vient de sortir sa BD Colossal, adaptée de son webtoon. Apparemment, ça s'est vendu comme des petits pains, là, ça s'est arraché. Et peut-être je vais te laisser présenter un peu ton parcours. Ouais, donc moi de base je sors de l'animation, je suis sortie des Gobelins en 2017 et j'ai commencé le webtoon avec le tout premier concours en France en 2020, donc avec ce titre Colossal qui parle d'aristocratie, de musculation et qui est directement inspiré du shoujo, qui se veut être un webtoon shoujo en quelque sorte. Il y a eu le passage de la pub, donc Colossal, l'attaque des titans, ça marchait très très bien. Voilà. Parfait. Titan Colossal, on y est. Nickel. Donc à la base animatrice qui s'est retournée vers la BD, qui a aussi bossé dans le fanzina. C'est ça qui est intéressant. Du coup, ce qu'on voit à l'écran, c'est que tu as fait donc ce fanzine porcelaine. Tu en as fait 3 numéros à ce jour. Je viens de sortir le 3e. Qui érotise donc les hommes et qui leur fait porter de la lingerie. Ça fait. Mais tu es une femme qui va dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'on a les dentelles et on a aussi le catch, les slips, les torses huilés, avec ton fanzine dédié au catch qui s'appelle Battle Royale. WPE Battle Royale. WPE Battle Royale. Et tu fais aussi des petits strips humoristiques qu'on peut trouver sur Instagram gratuitement, les chatons cosmiques, avec tes colocs. Voilà, où vous pouvez tout simplement stocker notre vie de notre coloc. C'est ça. Et tu as pas mal de points communs avec notre autre invitée de marque, Patricia Lifong, puisque toi aussi animatrice, toi aussi à la base. Donc À la base, mauvaise animatrice. Oh. ouais, j'ai commencé un peu dans le design de dessin animé. Ouais. Mais par contre, c'était la BD. Hein, la BD, c'était ma passion et ma vie, ouais. Donc voilà. Et puis du coup, moi je m'appelle Patricia Lifong. Je fais la Rose Écarlate depuis 2005, je crois. Donc j'ai commencé à être une petite mamie de la BD. Oh non. La BD, ça garde jeune. Et donc voilà, 19 tomes chez Delcourt. J'ai fait aussi Prince à croquer. Pour la peine qu'on parle en shoujo, on est dans le thème. Tout à fait. Et donc voilà, avec les Mythiques, avec Patrick Sobral, qui fait les légendaires, et Philippe Ogaki, qui ont travaillé en team comme ça pour les Mythiques. Et ce que tu ne dis pas et que j'ai quand même affiché, c'est que tu as fait du fanzine. C'est vrai, et c'est que vrai. Tu continues à faire de l'auto-édition. J'ai sorti ton vieux dossier Mon Dieu, mais c'est les limbes du fanzina. Ouais, j'ai fait beaucoup de fanzina. Avant la BD, j'ai fait aussi mes armes dans le fanzina. Donc il y a des dossiers là chez certaines personnes, j'espère que en même temps c'est normal, il faut bien commencer. Et donc très bonne école. Enfin moi je continue toujours à regarder le monde du fanzine avec bienveillance et c'est un espace de liberté qui est génial pour commencer, même pour continuer, pour se faire plaisir. C'est ça. Et c'est toujours aussi cool de suivre les auteurs, autrices qui font du fanzine, pour moi. Yes. D'ailleurs, si vous êtes sur Angoulême, je vous invite à aller regarder le spin-off où vous pourrez vous-même mettre la main sur des fanzines de jeunes futurs stars de la bande dessinée. Ouais. Ça se trouve, vous aurez des collectors. Grave. Comme les gens qui ont mis la main sur les dossiers de Patricia Lifong. Donc je vais me présenter rapidement aussi. Qui est-ce que je suis ? Moi, je ne suis pas encore une star de la bande dessinée. On me connaît sous le nom Dr Pralinus parce que je fais des vidéos YouTube, notamment sur la culture girly, donc notamment sur le shoujo. C'est ma passion, ma vie, mon sang, ma bataille. J'adore ça. J'aime du coup déconstruire un peu les stéréotypes qu'il y a là-dessus et aussi critiquer le contenu qu'on peut y trouver. Et puis à côté, donc vous pouvez le voir, je suis auteur sous différents pseudos, auteur jeunesse, auteur adulte, et j'ai supervisé le fanzine Club Goût Dorothée, donc qui est une parodie lesbienne du Club Dorothée. Un fanzine qui sera réimprimé, mais qui est plus disponible pour le moment. Il est victime de son succès, ça fait plaisir. On parle beaucoup de fanzina, mais c'est en lien avec le sujet, puisque basiquement,
en l'état, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'autrices de mangaka qui passent par cette étape-là aussi au Japon. Donc, vous avez des parcours similaires à certaines mangaka. Je pense notamment au groupe des Clamp, qui sont à la base des très très grandes fanzineuses japonaises. Voilà, c'était pour le présenter un petit peu. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. On est quand même là pour pas très longtemps, alors allons-y, on entame. Le shoujo, qu'est-ce que c'est ? On est un peu dans une crise de la définition, parce qu'en France, tout de suite, on l'associe à la comédie romantique. Mais c'est pas forcément de la comédie romantique. À la base, le shoujo, c'est un manga qui est publié dans un magazine de prépublication shoujo. Shoujo, donc, destiné aux filles, mais qui, du coup, peut englober beaucoup de genres, puisque, à la base, ça existe depuis quasiment les débuts du manga, depuis les années 30. Il y a eu des magazines de prépublication destinés aux filles. Et, comment dire, il y a eu beaucoup d'auteurs masculins, beaucoup plus d'auteurs masculins au début, donc ça restait un peu dans les clous, un peu dans des histoires un peu stéréotypées. Et là, les années 60 à 70 arrivent, 60-70, un peu à cheval entre les deux, et le groupe de l'an 24 défonce tout. Donc c'est un groupe d'autrices qui se sont imposées dans le paysage du manga japonais et qui ont juste fait un petit peu tout ce qu'elles voulaient, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de demandes de plein de magazines. Elles ont fait La Rose de Versailles, notamment, pour en parler. Un manga qui, je crois, t'a beaucoup inspiré. Que serais-je sans la Rose de Versailles? Yes. Et du coup, je vais vous demander, selon vous, puisqu'on en est à une crise de la définition, qu'est-ce que c'est un shoujo? C'est quoi ses caractéristiques? Tu commences? Vas-y. Ouais. Non, mais tu as bien expliqué les choses, en fait. Alors, tu as parlé du club de l'an 24 qui est ultra important dans l'histoire du shoujo, comme tu dis, les histoires faites par les garçons avec les stéréotypes de la femme, forcément c'est des garçons, hein, donc, et voilà, et ces filles qui arrivent et qui disent ah ben non, nous on va faire quelque chose de plus littéraire, on va faire quelque chose de plus profond, de plus historique, et avec le graphisme aussi qui va avec, et faire de la science-fiction, elles ont tout inventé à ce moment-là, ces nanas, et ça a mis les bases du shoujo. Après, moi, je ne peux pas vraiment forcément le définir, parce que pour moi, c'est toujours faire de la bonne BD, tu vois. Donc, l'important, c'est c'est ça, en fait. On dit du shoujo, du shonen, mais c'est des trucs un peu, bon voilà, on va les catégoriser pour les garçons, pour les filles, En vérité, on pourrait tout lire, hein, mais de toute façon, c'est ça peut être, c'est peut-être une définition un petit peu universelle. Pour moi, c'est toujours faire de la bonne BD au fond. Voilà. Et le fait d'apporter une vision féminine sur des histoires, puisqu'on apporte d'autres problématiques, ça élargit le champ des possibles, en fait. Je le vois plus comme ça. Moi, je le vois vraiment comme ça. En fait, oui, c'est vrai, parce que de base, le shoujo n'est juste pas un genre. C'est un public. Le shonen est complètement un genre. Le shonen, c'est l'action, c'est les trucs avec le neketsu, le mec qui devient de plus en plus fort, les ennemis, tout ça. Mais le shoujo n'est pas un genre à proprement parler. C'est juste un truc, une BD, qui s'adresse à un public féminin. C'est juste ça la définition. Je reprécise juste pour peut-être les gens qui ne connaissent pas bien l'histoire du groupe de l'an 24. Mais en fait, ce qui s'est passé dans les années 60-70, c'est qu'il y a eu la télé. Et donc, tous les mecs qui, de base, étaient en train de polluer le shoujo, qui étaient là avec leurs histoires en mode les meufs telles qu'ils les idéalisent, telles qu'ils les veulent, des petites gamines qui ont juste rien dans la cervelle, etc. Ils se sont juste barrés pour faire des dessins animés parce que ça les intéressait plus. Il y avait les Gundam, peut-être pas à l'époque. Il y avait les gros robots, les explosions. Oh, c'est hyper cool. Ils se barrent. Et enfin, la place est laissée aux femmes, en fait. Donc là, les meufs, elles sont en mode OK. Il n'y a plus personne pour me surveiller, je peux faire ce que je veux. Et à partir de là, elles ont juste fait ce qu'elles voulaient, elles ont fait de l'horreur, elles ont fait de la SF, elles ont fait du drame, du thriller, il y avait absolument tous les genres. Mais ça s'adressait à des femmes, parce qu'il y avait à la fois des persos féminins beaucoup plus forts, beaucoup plus complexes. Les femmes s'adressaient aux femmes. Donc aujourd'hui encore, c'est ça le sujet en fait. Il y avait dans le webtoon, effectivement, le webtoon est... Moi, c'est de là que je viens. C'est un public, c'est 70% de public féminin, de lectrices. Et je me souviens, je parlais avec un auteur, lui, de SF, que je salue, au passage, Forky, bisous,
qui me disaient mais si je dois faire que du webtoon pour filles, bah, je remballe ma SF et puis je bosse plus jamais dans le webtoon. Et j'étais là en mode mais pas du tout. Bien sûr que tu vas faire de la SF, bien sûr que c'est possible, mais s'adresser à un public féminin, bah, la règle numéro 1 qui est un petit peu chiante à devoir rappeler, c'est juste peut-être pas les prendre pour des abrutis, peut-être pas les prendre pour un sous-sexe, disons, enfin un sous-genre, je sais pas, et juste les prendre pour des êtres humains. Yes. Bah, il faut aussi noter, et ça c'est hyper important, que ce dont ils se sont aperçus à l'époque, c'est aussi que les shoujo écrits par des femmes avaient beaucoup plus de succès auprès du public féminin. Donc il y avait quand même vraiment quelque chose dans l'échange qui, disons, a horizontalisé ça, quoi. Elles étaient au même niveau, elles se parlaient directement et forcément, on préfère parler d'égal à égal, communiquer, créer de cette façon-là. Ma deuxième question, je pense que vous y avez déjà répondu, c'est êtes-vous des grandes lectrices de shoujo? Et tout de suite, quels sont vos titres préférés en fait? Si vous devez en citer peut-être un ou deux, histoire de ne pas s'étendre pendant... Ah oui, alors là, parce que là, c'est la question piège à chaque fois. Ouais. Votre auteur préféré, votre autrice préférée? Ouais. Donc on va rester dans le tome du shoujo et du manga. Là, ça limitera déjà un peu. Alors moi, j'avoue, La Rose de Versailles, c'est le jour où je rencontre Ryoko Ikeda, je lui baise les pieds, quoi. Et en plus, le festival d'Angoulême, si tu nous écoutes, Ryoko voilà, Ikeda. Elle a réinvité là. En plus, elle adore la France et tout, bref. Et alors, je vais parler que après sur le coup, en plus, là, sur le coup, Ryoko Ikeda. Après, j'avoue, j'ai beaucoup de points communs aussi, enfin de points communs avec Hiromu Arakawa. C'est pas du shoujo ouais, du coup. Hiromu Arakawa est l'autrice de Full Metal Alchemist. Ouais, donc tout à fait. une des autrices qui a fait une incursion remarquée avec beaucoup de succès dans le shonen. Ouais. Voilà. Et puis oui, les Clamp aussi. Il y a certaines œuvres des Clamp qui sont extraordinaires. Là, je découvre Moto Hagio là depuis quelques temps aussi, parce que là, ça y est, on a enfin les mangas en français, donc je suis en mode youpi. Yes. Donc là, c'était nous sommes 11, enfin nous étions 11. Tout cette manga de je SF. commence à découvrir aussi. C'est Le cœur de Thomas, tout ça aussi. C'est waouh, c'est fou parce que elle a tout inventé. C'est incroyable. Elles ont tout inventé. Elles ont tout inventé. Donc je vais rester dans le shoujo, donc c'est déjà pas mal, je pense. Yes. Après, aujourd'hui, je lis moins de BD, de manga qu'avant, mais j'essaie de sélectionner et vraiment pour moi, dans le haut du panier, ce sont vraiment celles-ci. Après, voilà. Et récemment, t'as pas de titre qui t'a... Récemment, en shoujo hein. Ouais. Ah, je lis plus beaucoup de shoujo. Maintenant, il y en a pas beaucoup aussi. Hein. Ouais, il y en a. Maintenant, je suis dans le boys love. Enfin, je suis dans le. Le boys love est une était à la base une sous-catégorie du shoujo. Ça, donc le boys love, le manga qui met en scène des romances homosexuelles masculines. A priori, par et pour des femmes, mais c'est plus compliqué que ça dans les faits. C'est plus compliqué que ça. Mais là, par contre, il y a un nombre de mangakas qui sont merveilleuses aussi. Donc, on va rester dans le shoujo, là. Dans le shoujo, romance hétéro, etc., a priori. Ouais. Et du coup, toi, Diane? Moi, du coup, effectivement, quand j'étais ado, le shoujo tel que je le voyais, je me disais, c'est tout ce qui est des romances. Et pour le coup, celui qui m'a le plus marqué, c'est Peach Girl. Quand j'ai lu quand j'étais au lycée, j'ai pété un câble. C'était des rebondissements dans tous les sens, le Doki Doki, tout ça. Et récemment, j'ai lu un titre qui datait pas mal, c'est Kimi wa Pet. Yes. Je me souviens plus du nom de l'autrice. Oui, je vois. Moi, je vois très bien, mais je me sens pareil. Je ne peux pas t'aider. Et qui a une approche assez saine, mine de rien, des relations, mais en gardant évidemment tous les rebondissements ultra complexes entre les personnages, mais qui a des persos variés, etc., des persos féminins aussi qui communiquent bien entre eux. Si, il y a quand même Ayazawa aussi. Ayazawa, plus complexe, mais quand même. Elle est arrivée avec le shoujo adulte, en fait. Ouais. Là, avant, c'était les écolières, blablabla. Et là, le shoujo un peu émo. Quand c'était la période. Ouais, Ayazawa, franchement, c'est quand même il y a un tournant aussi là-dessus. Dans les années 90-2000, du coup. Est-ce qu'on peut revenir sur le visuel? D'ailleurs, j'avais quelques exemples, du coup, shoujoesques
sur l'image. J'ai un peu choisi selon vos goûts d'ailleurs, puisque je vous ai déjà entendu les évoquer. Bon, j'ai quand même mis Princesse Saphir, qui est le shoujo de Osamu Tezuka, donc d'un auteur masculin, mais c'est le papa du manga. Il y a quand même pas mal de trucs hyper intéressants dedans, notamment ça s'inspire des histoires de travestissement du groupe de la revue Takarazuka, un groupe de théâtre japonais où les femmes jouent tous les rôles. Donc une héroïne qui se travestit. On arrive à la Rose de Versailles en dessous, donc toujours le travestissement. Il y a Aishite Night, du coup, Lucille, Amour et Rock'n'Roll ou Embrasse-moi Lucille, parce que c'est les noms du club Dorothée, on adore. Qui t'a pas mal marqué aussi, je crois, Patricia. Oh là là, mais ça, c'est ça aussi, c'était vraiment les dessins animés de mon époque. Voilà, j'ai 12 ans là. Oui, non, mais ouais, pour la peine, c'est vraiment le type même du shoujo avec les mecs hyper androgynes. En plus, j'écoutais encore, dans ma playlist de mon téléphone, il y a quand même la chanson des Beehive. Le groupe, du coup, du héros ouais, non, mais c'était vraiment... En plus, ce qui était rigolo, c'est un peu, tu vois, moi j'aime beaucoup... Enfin, Rumiko Takahashi aussi, c'est une de mes autrices, enfin, une de mes mangaka préférées. Elle aussi, elle a vécu entre les shoujo, le shonen. Et je pense que c'était une période où vraiment le shoujo et le shonen n'était pas encore très défini et les garçons et les filles pouvaient regarder. Donc tu vois, cette espèce de shoujo du quotidien qui était extraordinaire à l'époque parce qu'on était en mode genre hyper romantisme de foufou. Et là, on est dans quelque chose de plus quotidien. Et ça aussi, je trouve que c'est... les mangaka de l'époque, nous, c'était innovateur en fait par rapport à ça. Donc, ouais, la tranche de vie. Donc, voilà, c'est vraiment mon adolescence, là. Embrasse-moi Lucille. Ouais. Et ensuite, j'ai des titres qui avaient été cités dans le live colossal, du coup Kimi wa Peto dont tu as parlé, et Princess Jellyfish avec un groupe de filles nerds qui vivent leur vie, qui pour le coup ont des physiques extrêmement variées, donc ça, c'est très chouette aussi. Hyper cool au niveau des amitiés féminines et cette espèce de groupe de nerds tout ensemble. Et on retourne un peu sur le travestissement aussi, parce que le perso que vous voyez avec les beaux cheveux roses n'est pas une femme. Eh ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est génial en fait. En plus, je trouve qu'il y a une bonne... tu vois, elle travaille sur les codes du shoujo qui sont existants et elle les retourne en fait. Ouais, totalement. Et ça, j'adore ce côté un peu parodique, c'est de bien connaître le shoujo pour pouvoir se dire, ok, la belle fille, la super belle fille aux cheveux blonds, ce n'est pas vraiment une fille. C'est un garçon. Voilà, c'est ça. Et puis il y a vraiment l'amitié féminine entre ce groupe de soutien comme ça. En plus, j'avoue, on reconnaît tous une copine là-dedans à chaque fois et je trouve ça super cool. Ouais. Yes. Vraiment. Alors, on va passer à la deuxième partie, la partie qui fâche. Même si on aime le shoujo, on adore le shoujo, est-ce qu'il y a des stéréotypes dans les shoujo? Alors, j'ai aussi cité donc, des exemples qu'on a un peu évoqués, Ayazawa, Peach Girl, Switch Girl, un autre manga un peu dans le même type. Et en fond, vous avez Host Club, qui est aussi un chef-d'œuvre du shoujo. Mais je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Donc, est-ce que vous avez repéré des clichés dans le shoujo? Et est-ce que ces clichés, selon vous, sont nocifs? Parce qu'un cliché, c'est pas forcément affreux. Mais est-ce qu'il y en a qui, selon vous, vraiment reviennent très très souvent et mettent pas forcément des bonnes idées dans la tête ou sont un peu dégueulasses? Alors en fait, c'est vraiment avec l'expérience en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une question d'âge où tu le lis. Ouais. En fait. C'est-à-dire quand tu as 12-14 ans, tu es en mode genre, de toute façon, tout est tout fois 1000, tu vois. Tu es en colère fois 1000, tu es amoureuse fois 1000. Donc du coup, quand tu lis c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de Peach Girl et j'avais aussi oublié Peach Girl. Et en fait, je me suis dit, à l'époque où Peach Girl est sorti, j'étais en mode genre, waouh, c'est trop bien et tout ça. Et tout. Quand je le lis, je fais en mode... Il y a des trucs problématiques. Il y a des trucs super problématiques parfois là-dedans. Et en fait, quand tu as 14 ans, tu es en mode... puis les beaux gosses, tout ça, nanana. Et quand tu es plus grande, et puisque tu deviens maman, et tu te dis vraiment, il y a des trucs, ma fille, je suis pas sûre de pouvoir lui faire lire. Il faut avoir j'ai l'impression qu'il faut avoir, enfin, aujourd'hui, il faut voir les degrés. Voilà, et c'est pour ça que la problématique, elle vient de là. Je pense, enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Il y a des shoujo aujourd'hui, là où on va trouver une situation super romantique. Oh, il m'a stalké, c'est trop bien. Aujourd'hui, c'est non, c'est puni par la loi, mec.
tu vois. C'est exactement Donc, c'est vraiment des degrés. Donc, c'est plus, je pense à ce niveau-là. Les choses qui sont pour nous problématiques, certes, les jeunes ne le voient pas. Ils romantisent des choses que nous, légalement, c'est pas très, ouais. Donc, dans le stéréotype, c'est plutôt, je dirais, parfois c'est quand c'est l'héroïne, elle est vraiment cruche, ça me gave à un point où, alors je déteste les harem inversés, je suis désolée, enfin, ça c'est un truc qui me gave. Le harem, du coup, c'est les mangas où il y a une héros inversée, du coup, parce qu'à la base, c'est un héros avec plein de filles qui veulent se le taper. Le harem inversé, c'est du coup une héroïne avec plein de mecs qui, bon, je vais le dire plus élégamment, la courtise. Voilà. Ouais, voilà, donc ça c'est juste des questions de goût, hein, tu vois. Mais c'est plutôt le côté quand la fille est un peu cruche en fait. Et c'est vrai que maintenant, comme je suis plus âgée, de lire des romances shoujo adolescentes, c'est plus ma came en fait. De toute façon, c'est pas moi le public hein, non plus. Mais je me dirais, j'ai envie d'avoir peut-être parfois des personnages un peu plus consistants ou moins j'attends que les choses elles tombent parce que elles se mettent tout le temps dans des situations, mais tu te dis, mais c'est pas possible, c'est trop gros, quoi. Et donc je sais pas, peut-être quelque chose de pas forcément réaliste, mais moins de passivité sur certaines histoires. Et c'est vrai que, bon, j'avoue, je lis plus de romances lycéennes parce que je suis en mode. T'as passé l'âge. Ouais, j'ai passé l'âge. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est normal, hein. J'ai 45 ans, c'est normal. Donc je laisse ça. Donc moi, je suis partie sur d'autres récits. Et toi, tu travailles peut-être sur un public... Enfin, je travaille sur un public jeunesse aussi, mais j'essaie de faire en sorte que mon héroïne ne soit pas passive, quoi, vraiment. Ouais. Et ça, c'est parfois ce que je peux... vis-à-vis de la société japonaise, on parle du shoujo japonais, parfois j'ai envie que les nanas, elles bougent un peu plus, en fait. Il y a pas mal de titres shoujo qui ont eu du coup ces héroïnes qui bougent, ces héroïnes qui défient les stéréotypes de genre. Mais c'est vrai que quand elles sont placées dans des romances hétérosexuelles, on retourne assez souvent à ce travers de je vais attendre passivement, je vais oh là là, pas du tout me douter qu'on est amoureux de moi et tout, alors que ça se voit tellement. Moi, et le trope qui m'énerve le plus, j'avoue que c'est la possessivité qui est jugée comme romantique. Toujours ce truc du je ne veux pas qu'on t'approche, quand ils attrapent violemment la main parce qu'elle va vers un autre garçon, et à chaque fois je suis comme non, en fait c'est pas joli, c'est pas romantique. Et il y a un truc aussi qui j'avoue qui m'a insupporté un peu, c'est le coup de je te mets contre le mur là, tu sais, ils auraient voilà ça là. Oh là là, mais je connaissais pas ce terme, et en fait quand je suis tombée dessus, j'étais genre en mode what, et alors là où voilà, c'est pareil, là où les filles vont trouver ça super romantique, je dis c'est romantique dans le manga, dans la vraie vie, voilà, c'est ça, tu vois. Prévenez peut-être, donc, si vous voulez. Donc du coup, il faut avoir aussi cette... là où quand tu es ado, tu n'as pas forcément cette distance-là. Ouais. Quand tu es adulte, tu l'as et tu te dis non, enfin en tout cas... non. Oui, désolée, je fais le lien avec le webtoon, mais parce que je suis plongée là-dedans depuis 2 ans, donc c'est genre ma vie. Mais littéralement, il y a un titre qui est souvent classé en tant que romance de la part, enfin les lectrices le voient comme une romance, et qui s'appelle Killing Stalking, et qui est littéralement 2 gars qui vont se rencontrer à l'armée. Et puis en fait, ils vont se retrouver parce que c'est un bully et un gars faible, et un gars qui se fait bully et un gars fort qui va le protéger. Et le gars qui se fait bully le retrouve plus tard. Oh, qu'est-ce que tu deviens? Eh ben, je tue des gens et je les séquestre et je vais te séquestrer et te violer. Et les lectrices kiffaient de ouf et c'était grave romantique. C'est de la dark romance du coup. Tu sens qu'il y a des trucs bien toxiques qu'on a montrés comme romantiques et qui ont été pas mal internalisés de cette manière-là, qui font un petit peu flipper. Je peux comprendre, hein, c'est genre on nous a niqué le cerveau, il n'y a aucun souci. Mais du coup, c'est bien d'avoir d'autres exemples de trucs un petit peu sains pour se remettre les choses en place. Ouais. Et moi, pour le coup, ce que je supporte pas, en fait, c'est un peu bizarre et ça a été un petit peu une cause de mini-discord avec Rutil, la scénariste. C'est que je déteste l'injonction au couple, notamment hétéro. Enfin, surtout hétéro, parce qu'il n'y a jamais d'injonction au couple queer, en fait. Mais vraiment, ce côté, notamment, sans spoiler la fin, mais la fin de Heartbroken Chocolatier, qui est un shoujo pareil que j'adore, mais avec une fin qui m'est vraiment restée en travers de la gorge, parce que tu as ce côté,
Bah ouais, mais c'est important, genre d'être en couple avec un mec, de se marier, d'avoir une famille, des enfants. Ouais. Non, on n'en a rien à foutre en vrai. Genre vraiment, l'émotion, c'est ce qui compte. Se sentir bien avec une personne, avoir une relation saine et être meilleure amie avec son mec. Ah, il faut. Voilà, c'est le truc numéro 1 d'une relation, enfin pour moi en tout cas. Et ouais, ce côté, bah non, mais on se connaît à peine, ouais, mais marions-nous en fait. Parce qu'on a 30 ans, l'heure tourne vite. Ouais, c'est vrai. Je supporte pas pour le coup. Je vois. Du coup, est-ce qu'on peut juste revenir un tout petit peu au visuel, une minute. On a du coup, parmi les tropes qui ont été évoquées, le harem inversé, Host Club, on serait un bon exemple. Après, je le trouve hyper drôle. Moi, je ne l'ai pas lu. Et pareil, Je le surkiffe, c'est une pépite absolue, c'est genre mon top très 5 drôle. de Je shoujo. ne l'ai pas lu. Il date des années combien, 2000, ça fait un Faut peu... voir Ouais. l'animé. Ouais. l'animé est très très Personne bien n'a lu le rythmé. manga parce que vraiment l'animé, il a l'air de tout surpasser. D'accord. Et, C'est sur Netflix. C'est sur Netflix, et Ah effectivement. oui, Oscar, oui, j'ai vu dans les bandes. Et Ok. pour l'héroïne passive, je trouve que Nana est un bon exemple d'une héroïne passive qui est très bien gérée parce que on a, disons, une espèce de méta-passivité avec le personnage de Hachi, du coup, la deuxième Nana, c'est Nana mais surnommée Hachi, qui est une fille, du coup, qui a été lobotomisée, qui pense que la priorité dans la vie c'est d'avoir un mec, d'être mariée, d'avoir des enfants, machin, et qui, au final, a beaucoup de lucidité sur ça, qui se rend compte que c'est de la merde, mais qui est bloqué là-dedans, et c'est juste extrêmement intelligent, et je trouve que c'est un des personnages les mieux écrits de, je sais pas, toute la littérature du XXe siècle, voilà, soyons clairs. J'adore Hachi, elle est extraordinaire, c'est une héroïne tragique. Voilà. On va passer du coup à la partie suivante qui, du coup, ne va pas se concentrer sur les stéréotypes dans les shoujo, mais les stéréotypes sur les shoujo. Du coup, quelle est l'image que les gens ont des shoujo et pourquoi, en France, on a vraiment une image complètement biaisée de ce que c'est un shoujo. Alors, je vais déjà vous demander quand même de revenir sur vos bails et vos casseroles à vous. Je pense que Diane sera concernée. Est-ce que vous aviez des a priori sur les shoujo et lesquels et pourquoi? Et comment vous en êtes sortis, peut-être Du coup, c'est moi qui. Ah, vas-y. Vas-y, ça, je t'ai regardé. Ouais, mais moi, pour le coup, sincèrement, de base, shoujo, je croyais que ça voulait dire romance pour filles. Enfin, Ouais. romance en règle générale, mais je voyais mal des hommes aller vers la romance. Ouais. Alors qu'a priori, ils peuvent tout à fait aimer ça. Il y a des shonen de romance, pour le coup. Si on regarde Maison Ikoku, c'est un seinen même, donc, et Blue Flag récemment, c'est un shonen. Enfin, il y en a. Ouais, il y en a, ouais, c'est Attends. Oh, oui, il y en a. Genre Kumaguri Road, Ouais. c'est fait par un mec. Max et compagnie. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours ça, on revient toujours à un peu cette histoire d'injonction parce que pour les meufs, voilà, c'est l'adolescence, tout le monde, c'est un peu voilà l'âge où on est en fleur, je sais pas quoi là. J'ai pas eu cette période, du coup je sais pas. Mais mais du coup, pour les filles, on va avoir un petit peu ce côté mais regarde la romance, tout ça, l'amour. Mais les mecs, on va tout de suite avoir quelque chose qui est un petit peu plus sexuel, un petit peu plus de nudité, enfin quelque chose vachement plus graveleux au final. Ouais, c'est vrai. Donc, cette espèce d'injonction hétéro, elle est présente des deux côtés, mais déjà, elle est super genrée et très différente et peut-être parfois un peu malsaine des deux côtés. Mais moi, mon a priori, c'est que c'était vraiment mièvre. Donc, de base, je me dirigeais vraiment plus sur le shoujo et le seinen. Quand je suis rentrée en 6e, j'ai découvert Akira, j'ai pété un câble. Beaucoup de choses comme ça. En 6e quand même, Akira, c'est... C'était bien. Je dis pas que c'est pas bien, mais à 12 ans, j'étais peut-être pas... J'étais pas prête. Ouais, c'est clair. Même plus tard. Chef-d'œuvre, mais beaucoup plus tard. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur le shoujo, peut-être Déjà, effectivement, découvrir tous les titres différents. Et puis de base, même avec ces espèces de clichés, j'aimais quand même le shoujo. Je me dirigeais vers du shoujo parce que malgré tout, je voyais qu'il y avait des titres assez stylés. Et en fait, en découvrant un peu l'histoire tout simplement du shoujo, ses autrices passées, etc., les titres phares, j'ai fait ah oui, en fait, le panel il est super balèze. Même en fait de découvrir genre les racines des Magical Girls, cette espèce de truc tout rose, sparkly, avec des froufous dans tous les sens, mais qui servent vraiment à avoir un espèce de shonen pour filles. Enfin, ça m'a vraiment donné une autre... c'est vraiment l'historique de tous ces genres qui m'a donné une autre approche. Yes,
Trop bien, super intéressant. Et toi, Patricia, est-ce que tu as eu des fausses idées sur les shoujo? Fausses idées, oui, il y a toujours des. Je dirais les fausses idées en général, c'est toujours. C'est pour les nanas, c'est mièvre, c'est rose bonbon, tout ça. Ça, je pense que c'est le. On va dire le commun des mortels, grosso modo, quand on catégorise, c'est ça en fait. Et c'est toujours pareil, c'est quand on s'intéresse à ça, on se dit, ben non, en fait, c'est beaucoup plus varié que ça. Et justement, il y a eu, on en parlait tout à l'heure de science-fiction, de tout. En fait, quand on s'intéresse au shoujo, finalement, c'est beaucoup plus varié. Et en plus, on peut trouver des mangaka qui parlent de choses super dures dans certaines vidéos. Je me souviens, Mars, je l'avais lu, j'étais traumatisée, tu vois. Et du coup, c'est ça. C'est comme partout, il faut se lancer dedans pour voir que finalement, c'est beaucoup plus large que ce que ça peut être. Et même vis-à-vis... Enfin voilà, vis-à-vis du grand public, ne vous dites pas c'est juste d'avait des pauvres filles, quoi, c'est tout. Yes. Les récits peuvent être encore plus cruels que ce qu'on peut croire. Et puis en plus, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de Magical Girl. Sous des effets rose bonbon et de paillettes, il leur arrive parfois des choses super dures et ça parle d'amour, d'amitié, ça parle de choses beaucoup plus terre à terre, mais sous couvert d'un peu de paillettes. Et à chaque fois, c'est ça qui est vachement bien chez les Japonais, c'est qu'ils ont ce côté... le côté tout lisse, mais en fait, ils arrivent à traiter des choses super dures. Bon, il peut y avoir aussi des shoujo vraiment terre à terre et nuls. Il y a des trucs nuls dans les shonen aussi. Voilà. C'est ça. Mais donc voilà, il faut en lire pour trouver la diversité et la richesse de ce style. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir au visuel, parce que j'aimerais un petit peu parler de mes stéréotypes sur les shoujo. Alors en visuel de fond, j'ai mis Fruit Basket parce que je vais faire ma confession et mon mea culpa. Quand j'étais au collège, je méprisais Fruit Basket et je méprisais tous les gens qui aimaient ce manga. J'avais juste chopé genre un épisode en VF et en plus avec la VF qui n'était pas piquée des hannetons, quoi, avec du coup Toru qui parle l'héroïne, qui s'en est pris tellement plein la gueule à cette époque-là. J'ai hurlé avec les loups. Je méprisais Fruit Basket parce que son héroïne, sa seule qualité, c'était que c'était la bonne à tout faire et qu'elle était gentille et niaiseuse, tout en me spoilant absolument tout pour savoir avec qui elle allait finir. Donc hypocrisie à son maximum, à son paroxysme. Et puis récemment, il y a eu la réédition en double volume et tout. Je lui ai donné une chance et alors là, ça m'a bouleversée. C'est un excellent shoujo, un excellent titre. Et le fait que l'héroïne ait des qualités féminines, bon certes, elle s'inscrit tout à fait dans l'idéal de la femme japonaise, bonne femme au foyer, douce, gentille, etc. Mais c'est aussi très inspirant de voir cette force, enfin la force qu'il y a là-dedans en fait. Les qualités féminines ne sont pas forcément à être dénigrées systématiquement. Donc voilà, c'était mon petit mea culpa sur Fruit Basket. Pardon Fruit Basket, pardon tous les fans de Fruit Basket de tous les pays. Et donc j'ai montré du coup la Magical Girl, une des icônes du XXe siècle, du XXIe siècle, de tous les temps, Sailor Moon tout de même, qui... les Magical Girls existaient avant, elles sont nées dans les années 50, inspirées d'ailleurs de Ma sorcière bien-aimée. Pour le coup, c'est juste la première Magical Girl animée, c'est Sally, et c'était Ma sorcière bien-aimée, mais en version petite fille. Et elles ont évolué. Ce qui est intéressant dans Sailor Moon, c'est que ça s'inspirait aussi pas mal de médias à destination des garçons, notamment les tokusatsu, les films d'action à effets spéciaux japonais, et spécifiquement les Super Sentai, donc qu'on connaît en France surtout avec les Power Rangers, donc tous ces combattants avec chacun une couleur, etc. Donc Sailor Moon s'inspire de tout ça et rajoute une bonne dose de paillettes dessus, sans négliger la complexité psychologique, etc. Et pour montrer que les shoujo ça peut être sombre, j'ai aussi mis Georgie, parce qu'en vrai, Georgie, Candy et tout ça, on se dit c'est méga niais. Franchement, lisez-les en fait. Elles souffrent en continu, c'est la merde. Genre vraiment, si tu dis oh là là, tu te crois au pays de Candy, c'est pas les bisounours en fait, le pays de Candy. C'est les misérables en fait. C'est les misérables, c'est ça. C'est le mélodrama à son paroxysme. Ah ouais, c'est clair. Les couvertures sont roses mais on douille. Et puis j'ai mis dans l'angle, tout de même, ça va un peu introduire la partie suivante. Le manga de Junji Ito, je n'ai plus le titre, mais qui... Tomie, qui du coup était et peut-être toujours à Angoulême, on ne sait, bref, en tout cas il y a l'expo là, oui, en ce moment. Il y a son expo, donc vous pouvez aller voir si vous êtes ici. Et en fait,
c'est un manga d'horreur, mais c'est un shoujo. Alors en France, pour le classifier avec la petite étiquette rose qu'on réserve au shoujo, on va pas le faire, mais c'est un shoujo. Et donc on va passer à la partie la plus complexe, la plus intéressante, je pense, c'est les genres se troublent. En fait, c'est quoi un shonen, c'est quoi un shoujo aujourd'hui? Tout est un peu mélangé. Là, du coup, je vous ai mis Blue Flag, qui est un shonen de romance. Je vous ai mis Tokyo Babylon, qui je crois est un shoujo, mais un shoujo qui a tout d'un shonen, en fait, du coup, de Clamp. Yotsuba, vous voyez la petite fille mignonne avec les fleurs, c'est un shonen aussi. C'est un shonen. Si on pense au truc mignon aussi, Chi, une vie de chat, c'est un seinen. Ranma 1/2, du coup, c'est un shonen, mais par une autrice. Pareil pour Black Butler Kuroshi Tsuji et Eddie Grayman. Donc, des femmes qui se mettent à ce genre traditionnellement masculin. Sachant qu'au Japon, les filles lisent plus de shonen. En fait, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles lisent de filles qui disent qu'elles lisent du shonen. Et enfin, j'ai mis comme réponse à La Rose de Versailles qu'on aime tant, Griffiths, le personnage du seinen Berserk, qui est inspiré de Lady Oscar, du coup Oscar, l'héroïne de La Rose de Versailles. Parce que, en fait, est-ce que ça a encore un sens de parler de shoujo et shonen? On ne sait pas trop. Du coup, je vais vous demander, est-ce que vous avez des exemples d'œuvres non shoujo, qui ne sont pas du shoujo, mais qui pour vous avaient tout du shoujo et vous vous êtes dit direct, ah ça c'est shoujo. Est-ce que peut-être vite fait vous pouvez penser à quelque chose ou pas? Alors là, sur le coup... Ouais, j'aurais peut-être dû vous envoyer. C'est chaud. Il y a tout du shoujo. Non, je dirais plutôt que quand il y a des... Enfin, moi, je parle de Hiromu Arakawa qui a fait Fullmetal Alchemist, par exemple, qui, moi, une œuvre fondatrice aussi par mon propre travail. Je pense par exemple à Mitsuru Adachi, par exemple. Mitsuru Adachi, on est à fond dans... c'est du manga de sport. C'est entre qui fait Touch, Léo, la batte de la victoire. Léo, la batte de la victoire. Ouais. Tu vois, lui, il a le cul en tour de chaise aussi, tu vois. C'est à la fois un manga de sport et à la fois du shoujo. Il y a toujours une histoire d'amour. En fait, juste pour revenir à Hiromu Arakawa, excuse-moi parce que je digresse un peu. On est là pour digresser, ouais. On a un peu de temps. Oh là là, attention, vous avez toute la nuit là. Pour Hiromu Arakawa, ce que moi j'ai aimé sur Fullmetal Alchemist, par exemple, c'est qu'elle a tous les codes du shonen, voilà, les héros, tout ça. Mais il y a une dimension, je pense justement, c'est pour ça que moi quand j'ai commencé à regarder Fullmetal Alchemist, je me suis dit, il y a un truc en plus. Et le truc en plus, je pense que c'était parce que c'était une meuf en fait. Il y a déjà rien que le panel de personnages féminins qui est ultra varié entre les ultra il y a du Winry, c'est pas juste la potiche quoi, c'est voilà, si elle est pas là, il a plus de bras hein, le pauvre, et donc du coup je me suis dit mais c'est un truc que t'as qu'il n'y a pas forcément dans les shoujo de garçons. En fait. Donc je pense qu'elles apportent une autre vision des nanas dans les shonen. Voilà, je dirais ça. Et comme je suis très fatiguée, j'ai oublié le début de ta question. Il n'y a pas de souci. Ça fait 3 jours de dédicace en mode ouais, voilà, ouais, donc le shoujo dans les œuvres, c'est vraiment des touches comme ça en fait, je pense. Moi, limite, ce serait l'inverse parce que un shoujo, enfin un shonen que j'ai pris pour un shoujo ou je sais plus dans quel sens, mais grosso modo, dans un sens ou l'autre en vrai. Un shoujo vous avez pris pour un shonen vous avez pris pour un shoujo, tout marche. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est Haikyuu en fait. Haikyuu, du coup, un manga de sport. C'est censé être un shonen de sport parce qu'il y a ce côté neketsu, c'est en mode on va gagner, on va aller de plus en plus loin, de plus en plus haut dans la compète, mais c'est pour les meufs. Genre c'est clairement pour les meufs, il y a les émotions et les liens entre les persos, le côté beau gosse aussi mine de rien, tout est fait pour que des filles, et ça se voit, le fandom il est presque exclusivement féminin quoi, il est au taquet d'ailleurs. J'ai l'impression que les fandoms féminins sont largement plus balèzes. En fait c'est genre, les fandoms féminins c'est en mode elles sont à fond, elles font des fanarts, elles se déplacent, elles respectent les auteurs et tout. Et les fandoms masculins, ils sont en mode non, mais est-ce que t'as vraiment lu tous les tomes sur les 2 décennies dernières? C'est clair. Au tome 26, ça tire à balles réelles. Ou peut-être. Ouais. Pardon, les hommes. En parlant de mélange des genres, alors je vais être extrême, hein, mais j'ai redécouvert, plus âgé en manga,
Ken le survivant. Oh, Attention. eh ben, Jamais lu. Alors, écoute, franchement, sur le coup, tu dis ah mon Dieu, tu es déjà mort, tu ne le sais pas. Bref, il y a ce côté-là. Mais Ken, son but dans la vie, c'est sauver sa meuf quand même. ah ouais. Et c'est un espèce d'amour super pur, genre où est Julia, où est Julia. Bon, il dégomme un peu tout le monde sur le passage, tu vois. Mais c'est où est Julia, quoi, tu vois. Il cherche sa meuf au nom de de la moitié du premier cycle, quoi. Et quelque part, et en relisant, parce que je les ai relus avec la vieille édition, j'ai lu dégueulasse, tu vois, Oh non. avec l'encre sur mes mains après. Et ben je me suis dit putain, mais en fait c'est ultra shoujo, quoi. Enfin franchement, ouais, moi, je sais pas. Voilà, relisez-le sous cet angle-là. Vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est une merveilleuse histoire d'amour. Genre, franchement, c'est une question de vente. Tu mettrais genre Ken le survivant sur couverture fond rose avec des petites fleurs et tu dis à la recherche de Julia. Mais ouais, mais Ken-chan le survivant. Mais ouais. Non mais je vous jure, hein, en plus c'est vraiment un amour ultra pur, quoi. C'est trop chou. Ah ouais, c'est vraiment très pur. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que même si c'est le neketsu, genre la force qui pousse les hommes et les femmes, amitié ou c'est l'amour quoi qu'il arrive. Ouais. C'est peut-être ça. Mais ce que tu as dit sur IQ, c'est assez intéressant parce que au final, c'est toujours une question de cible éditoriale. Mes cheveux font n'importe quoi, hein, c'est dimanche, c'est pas grave. Je me vois à l'écran, c'est dommage. Du coup, Haikyuu, donc un shonen de sport, et ce qui a démarré, ce qui a participé à démarrer du coup le boys love, le yaoi dont on a un peu parlé, du coup ces romances homosexuelles produites majoritairement par et pour des femmes, c'était des fanzines avec des mecs issus de shonen de sport qui se faisaient des bisous. Bah, notamment les Clamp, elles ont pris des personnages plutôt de JoJo. Du coup, elles ont fait des shonen, des doujinshi, des fanzines sur JoJo. Elles en ont fait sur les Chevaliers du Zodiaque. Et il y en a eu énormément sur Captain Tsubasa, donc Olive et Tom. Donc les femmes se sont réappropriées cette culture des shonen de sport où il y avait quand même des amitiés viriles très intenses. Elles ont transformé ces amitiés en des histoires d'amour. Et en fait, ça a eu un gros succès, ce qui a amené à la création du marché du boys love, parce qu'à la base c'était auto-édité, après ils en ont fait, les éditeurs se sont rués sur les autrices de fanzines, les ont embauchées, ils ont démarré des magazines de prépublication, ça a créé une nouvelle catégorie. Et quand ils ont vu que ça marchait bien, même les auteurs directement, les créateurs de séries de sport, ont pris en compte ce public féminin. On a eu des séries qui sont vraiment des attrape-filles, genre Free. Tu vas pas me dire que le but de cet animé, c'est la natation. Enfin, genre, je ne sais pas. C'est classé animé de sport. Ce n'est... Enfin, on est d'accord. Le sport. IQ, c'est sur le fil, je pense, parce qu'il y a quand même vraiment des enjeux liés au sport, que ça t'explique bien les règles du volleyball et tout, mais c'est vrai que les amitiés sont très importantes dedans. Une romance, bien, ouais. Et le fandom féminin, du coup, a les outils pour décrypter les petits appâts que placent les producteurs qui sont comme « Ah, regardez comme ses amis sont proches l'un de l'autre ». Des fois, elles se raccrochent à pas grand-chose. Hein. C'est ça qui est absolument merveilleux. Ils se sont parlé, là. Ça, c'est le filtre boys love que tu vois comme ça. C'est terrible. Ouais, c'est... Parce que j'ai l'impression que, en fait, toutes les deux, vous êtes aussi fans de boys love, en plus d'être fans de shoujo. Ouais, bah moi, je suis tombée dedans il y a pas très longtemps, hein, parce qu'il y en a eu une bonne... je trouve c'est dans le confinement, en fait. Hein. En fait, j'ai découvert... Ouais, j'ai vraiment redécouvert, parce que j'avais déjà lu quelques tomes, de quelques mangas, mais j'étais pas hyper convaincue, parce que je pense que l'offre était pas de ouf avant. Et après, j'ai découvert, je suis tombée, tu sais, un peu comme Chantal Goya, je suis tombée dans mon merveilleux. et c'est pareil, il y a tout, il y a des trucs à boire et à manger, comme des chefs-d'œuvre absolus. Et c'est Nana, la façon de raconter, la façon dont elle dessine aussi. Parce que franchement, il y a des nanas qui dessinent, mais des déesses du dessin, quoi. Et la sensibilité, de toute façon, moi je suis en mode, plus les histoires sont bonnes, après on s'en fout du genre, on s'en fout de tout, voilà, on est dans les bonnes histoires. Et j'ai découvert, moi j'ai halluciné, quoi, c'est génial. Et ce qui était cool, c'est que comme je découvre tout un pan, j'en ai lu beaucoup, tu vois. Voilà, c'est vrai que maintenant j'ai une espèce de filtre boys love qui arrive à chaque fois que je vois des personnes, tu vois. Mais je trouve que les nanas, elles ont une liberté de ton qui est superbe, en fait. Ouais.
Il se passe un petit peu ce qui s'est passé avec le groupe de l'an 24, c'est-à-dire que le Boys Love qui a été un petit peu limité au début avec de la tranche de vie essentiellement, c'est ce qu'on a aussi, on a eu aussi principalement accès à ça au début quand c'est arrivé en France, dès les années 2000 et maintenant ça se décline sur absolument tous les genres. Tu vas avoir, le principe c'est quand même qu'il y ait deux mecs qui se péchotent à un moment, mais tu vas avoir de la science-fiction, tu vas avoir de la fantasy, tu vas avoir je sais pas, même de l'horreur, tu vas avoir du thriller, tu vas avoir tout et n'importe quoi et on a la chance d'avoir beaucoup de titres traduits en France, donc ça c'est vraiment très très chouette. On est le pays qui importe le plus de mangas, mais je pense qu'on est aussi le pays qui importe le plus de Boys Love, donc merci les éditeurs. On veut aussi les classiques maintenant, traduisez plus du groupe de l'an 24. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour revenir au shoujo traditionnel, hétéro, etc. Du coup, à notre sujet plus spécifiquement, qu'est-ce qui pour vous reste unique et propre au shoujo malgré tout ce brouillage des genres et tout? Qu'est-ce qui pour vous est purement shoujo? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettraient de cibler en fait, de cadrer ce sujet-là? J'ai une demi-réponse, mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est pas vrai, je pense. Ouais. Mais pour moi, c'est un peu genre quand c'est fait par des femmes. Ouais. C'est peut-être idiot, et je sais très bien qu'il y a plein d'hommes qui peuvent faire du shoujo, mais j'ai pas l'impression qu'il y a la même sincérité. Ouais. Ouais, quelque chose de très spécifique au shoujo, ouais, ouais, après, est-ce qu'on tombe dans les Enfin, moi, connaissant quand même bien le genre, c'est hyper dur de les synthétiser. Ouais, c'est ça. Voilà. Et si je me mets en mode grand public, tout ça, ça sera toujours pareil. Ça sera Sailor Moon, les paillettes, les grands yeux. Donc c'est un peu naze comme réponse en fait. Sachant que les grands yeux, quand même, à la base, ça vient d'un mec. C'était Tezuka qui a vu Disney et qui s'est dit « Oh, c'est trop bien des gros yeux » et il a... Non, c'est Takarazuka. C'est Tezuka qui... Sa oui, mère il a aussi vu le maquillage du coup des Takarasiennes, Mm. mais il s'est aussi beaucoup inspiré des Disney. Son préféré c'était Bambi. Il a vu les gros yeux de Bambi. Il s'est dit tous mes personnages sera des attachants Bambi. auront des gros yeux. Grands yeux pleins de larmes et d'étoiles et tout. Ouais, peut-être, comme disait Diane, hein, peut-être la demi-réponse, ce serait la sensibilité féminine. Parce que... Certainement. Alors sur le coup, il faudrait bûcher 2 heures là, mais... Je vous ai filé une patate chaude. Mais parce qu'en même temps, toutes les meufs ne vont pas savoir faire du shoujo, mais j'ai l'impression... Parce qu'en tant que meuf, on a un vécu aussi. On a forcément, si on est en homme ou en femme, on n'a forcément pas la même vision de la vie, on n'aura jamais vécu les mêmes choses. Donc on va peut-être aborder ça de manière totalement différente, alors que venant des mecs, parfois, je suis tombée sur des titres où on sentait que c'était forcé. Il y avait cette histoire de « ouais, je vais te mettre un beau gosse et il y aura de la romance » et tu t'y crois pas. Ça se voit que c'est pas sincère. Je pense qu'une des caractéristiques du shoujo qui est très technique et que je trouve assez remarquable, c'est l'éclatement de la narration avec des cases qui flottent. C'est vraiment ce qu'a apporté le groupe de l'an 24 parce que bon, Tezuka, le papa du manga, a amené vraiment des découpages un peu cinématographiques, des zooms, etc. Le groupe de l'an 24 a amené ces planches où tu as une grosse tête et puis des petits détails de l'environnement avec le texte qui flotte, qui en fait, elles ont réinventé la page, la composition et tout ce que ça disait en fait. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui se perd, qui a été dans les shonen aussi à un moment, qui se perd un petit peu en ce moment. On revient à de la narration plus... limite pas du gaufrier quoi, mais beaucoup plus linéaire, beaucoup plus avec des cases toutes droites. Et on garde quand même ça dans les petits shoujo qui sortent. Je suis content, on voit des planches. Typiquement, moi quand j'ai commencé le manga, c'était dur à lire pour moi. Les shoujo, j'y arrivais pas parce que c'était vraiment une narration très éclatée, alors que tu me mettais, je sais pas, City Hunter entre les mains, j'étais comme ça se lit bien. C'est limite comme du franco-belge. Peut-être de temps en temps, tu as une grosse silhouette, mais ça va. Et j'aime bien ça en fait, ce challenge de narration. Après c'est un peu pointu, mais... C'est vrai que Clamp aussi a amené... Clamp, ça c'est l'extrême. C'était les fresques carrément. Ouais, c'est vrai, il y a ce côté hyper illustratif aussi chez elle. Du symbolique. Aussi, il y a les fleurs, les fleurs de cerisier, des choses comme ça. Oui, mais c'est comme tu dis, c'est des trucs techniques quoi. Pour moi, c'est...
Ouais, mais c'est vrai que quand on parodie quand les personnages parodient du shoujo, c'est toujours en mode ouh, t'as les slides des roses comme ça, des paillettes comme ça. Donc ouais, il y a quand même des tics graphiques en fait. Mais je sais pas si vous saviez, mais moi j'ai vraiment découvert seulement il y a quelques années de pourquoi en fait il y avait si peu de décors et autant de trames, de fleurs, de machins. C'est qu'on les paye super mal, les autrices de shoujo au Japon. Elles ont une paye moins grande que les auteurs de shonen, alors que en soi, je sais pas, en principe, c'est à peu près, c'est le même taf quoi. T'es Même nombre de pages par mois. C'est ça, même nombre de pages, plein de persos dans tous les sens. Mais en fait, vu que le shoujo, les trucs pour meufs en règle générale, on en a rien à taper. Elles sont moins payées. Je crois que c'était genre 1500 yens contre la page contre 2000. Ah, quand même. La différence, ouais, je suis pas sûre, hein. J'avais lu ça quelque part, je sais plus où. D'accord. Mais du coup, quand t'as moins de thunes, tu peux moins produire, t'as moins de temps, donc il faut trouver des techniques, quoi. Mais du coup, ça a donné un visuel unique. Voilà, c'est peut-être le modèle économique qui a influencé le modèle artistique. C'est exactement ça. Je connaissais pas cette histoire, tu vois. Donc, ça dépend aussi de ça. Mais, ça interrompt un petit peu ma dernière question. On a encore un petit peu de temps là. Ouais, c'est bon. Sur laquelle vous allez pouvoir vous défouler un bon coup. Est-ce que vous avez souffert, vous produisez toutes les deux des œuvres qui sont quand même fortement inspirées du shoujo, ça se voit. Colossal a ce magnifique titre en rose hyper pétant. La rose écarlate, il y a quand même rose dans le titre. On voit une héroïne avec de longs cheveux qui flotte au vent. Elle est fabuleuse, je l'adore, on adore Maud, mais est-ce que vous avez souffert de stéréotypes sur le shoujo ou sur la BD au féminin, comme on la connaît en France? Mais peut-être d'abord sur le shoujo et ensuite dessus, si vous avez des choses à dire. En fait, moi, j'ai pas l'impression. Enfin, j'ai pas l'impression. C'est plus mon côté manga au début qui a c'est vraiment plus sur ça que ça a tapé plus fort que le côté shoujo en fait. Après, je pense que quand moi j'ai fait la BD, j'étais en mode j'ai envie de raconter ça, j'y vais. Elle peut être aussi badass que romantique ou fleur bleue, j'y vais quoi. Je me suis dit je vais faire la nana comme moi j'ai envie de la faire, comme je la sens, comme je suis aussi. Et donc du coup, je veux dire, il y a 50%, le public, en soi-disant, le lectorat n'existe pas, mais en fait, si, il y a 50% de nanas, donc forcément, elles y sont allées, quoi. Donc, j'ai pas forcément, j'ai pas eu des mauvaises critiques du côté masculin. C'est plutôt le côté manga qui a. Mais après, maintenant, aujourd'hui, comme c'est rentré, comme le public est plus habitué à ce graphisme-là, et qu'en plus, la BD elle a du succès. T'as été une des pionnières pour le coup. Du coup, les mecs, ils n'ont plus rien à dire, tu vois. Voilà, mais je pense que c'est juste à force de, c'est d'être sincère dans ce que tu veux faire. Et puis, voilà, moi, le côté romantique, tout ça, c'est justement, les nanas, elles étaient en mode, on veut de la romance, on veut des beaux gosses, on veut de... C'est ça, en fait. Hein. Je prends tout. D'accord, mais du coup, ce que tu dis, c'est qu'il y avait vraiment un a priori quand tu as commencé sur le graphisme un peu inspiration manga. Ouais, c'était plus par rapport à ça. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, hein. Tu étais une des premières. Il y avait qui? Il y avait les légendaires, il y avait Jenny, il y avait donc les légendaires aussi, Aurore qui faisait aussi Pixie à l'époque et tout. C'était plus le graphisme en fait. Tu sais, ils ne comprenaient pas de comment ça se fait que là ils sont grands et après ils sont en petit SD, on ne comprend pas et tout, on n'arrive pas à lire. Voilà, c'était plus ça. Mais après, maintenant les jeunes, ils sont en mode non, c'est cool, mais les vieux, c'était dur. Voilà. Maintenant, justement, c'est l'inverse. Les filles, en tout cas, sont en mode enfin du romantisme, enfin tu vois. Ouais. J'étais très hypée par la Rose de Versailles quand j'étais ado. La Rose écarlate. J'étais trop fan, je me suis jetée dedans. Justement, c'était genre notre manga français avec une héroïne trop cool. Trop bien. Et du coup, moi, pour le coup, c'est particulier en fait, parce que ce qu'on a fait, c'est du webtoon. Et la grosse différence, c'est que les Coréens, ils n'ont pas peur de leur public qui est 70% féminin. Ils savent très bien à qui ils s'adressent. Et si on avait été avec Colossal chez un éditeur français, je pense que ça aurait jamais vu le jour tel que c'est là. Et alors que les Coréens, ils ont vu le truc. Grosso modo, vu qu'on a gagné le concours, ça voulait dire qu'on a présenté 3 premiers chapitres sur la plateforme.
Et donc, c'est ces 3 premiers chapitres qui ont décidé le jury, les éditeurs coréens. Donc, c'est la preuve qu'ils voyaient que ça collait avec ce qu'ils voulaient. Et on n'a pas eu cette espèce de barrière de peut-être un éditeur. Rutil, pour le coup, elle a une décennie d'édition française dans les pattes. Et elle s'est vraiment retrouvée face à des éditeurs qui étaient là en mode « Ah ouais, c'est cool, l'histoire est cool, beau personnage, belle couleur. Mais moi, homme de 50 ans, ça me parle pas trop. » Et t'es genre, ouais, c'est l'intérêt. Encore heureux. Demande à ta fille peut-être, j'en sais rien, mais... C'est exactement ça. 50% de Oui, l'actrice, c'est de la moulagale, messieurs, quand même. Encore heureux que tu te sentes pas trop fleur bleue par rapport à une romance collégienne, j'en sais rien, enfin, logique. Mais du coup, les Coréens n'avaient pas du tout cette barrière. Et on a pu faire, mais littéralement, ce qu'on voulait. Il n'y a eu aucun suivi éditorial sur Colossal. On était en roue libre, on n'avait personne pour nous dire « Oh non, là, c'est un petit peu trop comme ceci, comme cela ». Et en fait, vu que ça a gagné son public sur la plateforme, on a eu 80 000 abonnés jusqu'à maintenant. Donc c'est la preuve que ça marche, quoi. Et du coup, c'est ça qui a aussi apporté la confiance des éditeurs. Mais on a découvert en les rencontrant qu'ils ont aussi eux-mêmes eu un coup de cœur pour le bouquin. Et qu'ils voyaient que c'était, j'en sais rien, peut-être qu'ils avaient un cliché du shoujo de base, mais ils sentaient qu'il y avait quelque chose de plus là-dedans. Et ils trouvaient cool qu'on aille, disons, dans des chemins un peu tortueux, des sujets parfois plus sombres, parfois plus durs, etc. Ce que je trouvais intéressant en vous ayant toutes les deux en invité, c'est que vous avez des similarités dans vos parcours et aussi vous avez du coup ces 2 héroïnes, donc Maud de la Rose Écarlate et Jade, j'étais comme attends c'est quoi Jade dans Colossal, qui sont 2 héroïnes hyper shoujo et hyper badass, parce qu'on pourrait dire elles défoncent les stéréotypes des shoujo, elles font du nouveau shoujo. Non, ce sont des héroïnes dans la lignée des héroïnes de shoujo, dans leur force aussi, parce qu'on a parlé de pas mal du coup de personnages de shoujo qui sont très très forts. Si vous en lisez plein, vous vous rendrez compte qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Il y a des mièvres, mais il y a aussi beaucoup de ce genre de personnages qu'on adore. Je pense qu'on va du coup peut-être conclure là-dessus. Pub, il n'y aurait pas une pub. Est-ce qu'il y a une pub à faire ou... Ouais. Ah, tout de suite, la pub. On se retrouve pour les prolongations géniales. J'aurais une autre question du coup. Qu'est-ce que le shoujo vous a apporté en tant que créatrice spécifiquement? Je trouve que du coup ces 2 héroïnes s'inscrivent tout à fait dans la lignée des personnages dont on a parlé. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses spécifiquement du coup qui vous ont peut-être motivé même à vous lancer dans la BD en fait? Parce que voir toutes ces œuvres créées par des femmes, ça peut aussi inspirer. En France, on a quand même ce problème qui fait que y a beaucoup eu cette idée que la BD c'était un truc de mec. Même les prix d'Angoulême, il y a une écrasante majorité d'hommes. Le manga aussi souffre un peu de ça, il y a beaucoup moins de grands prix qui sont des mangaka. Et je pense que toi, Patricia, spécifiquement, quand tu as démarré, il y avait pas beaucoup de femmes dans la BD. Il y avait, moi j'étais un peu seule au début. Ouais, j'étais un peu seule, hein. Je vous avoue, le festival... Début des années 2000 du coup. Ouais, c'était assez rare en festival, les nanas. Alors moi j'avoue, j'ai toujours... Moi, j'ai toujours voulu faire ce métier, donc j'y suis allée en me disant pas je suis une fille ou un garçon, j'ai envie de raconter mes histoires et j'y vais. Je me donne les moyens, j'y vais. Et c'est vrai que ça se fait... alors aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que la série existe. Et alors, je ne sais pas combien de nanas j'ai eu en dédicace qui faisaient des écoles de graphisme, des écoles de BD. Enfin, là, en plus, en Angoulême, il y a un grand pôle, il y a des grandes écoles. Alors, j'étais en mode, ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Venez me rejoindre. Ouais, venez me rejoindre. Et puis, c'est vrai que alors, je sais pas où ça a bloqué, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est plutôt que les filles, elles ont beaucoup plus confiance. Elles sont en mode, on y va. Parce qu'il y a toujours... après, c'est sociétal. Hein. Les filles, elles doivent faire ci, et les garçons doivent faire ça. Il y a aussi ce côté-là, en fait. Mais aujourd'hui, je suis contente de pouvoir, justement... alors, je sais pas si j'ai pu inspirer beaucoup de personnes, mais je pense que oui. Mais en tout
tout cas, quand je dis, moi je suis en mode, j'ai envie de faire ce que je veux, c'est cool. Et donc du coup, après, ça peut être inspirant pour d'autres personnes. Et tant mieux. Le tout, que ce soit, moi de toute façon, que ce soit une fille ou un garçon, faites ce que vous avez envie de faire et allez-y, racontez. Si tu veux faire de la BD, vas-y, quoi, tu vois. Donc, alors je ne sais plus quel était le... Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté le shoujo? Le shoujo, ouais, voilà, c'était... Moi j'adore, j'avoue, je suis quand même une grande romantique dans l'âme, tu vois. Donc, de ne pas avoir honte de pouvoir raconter des... Et d'essayer de ne pas faire des choses mièvres aussi, ça, c'était important de raconter des choses quand même vraies, malgré tout, dans ces histoires d'amour. Ça c'était... je pense qu'il faut être sincère, en fait. Il faut être sincère dans ce qu'on raconte. Et le shoujo a cette sincérité. Il y a pas forcément... Oui. Et c'est surtout... tu vois, moi, je repense à La Rose de Versailles, par exemple, qui m'a vraiment inspirée. Et de me dire qu'il y a des choses... on peut raconter d'autres choses, enfin, on peut raconter plein de choses en fait. Et il faut pas, et c'est des chefs-d'œuvre en fait. C'est vraiment des chefs-d'œuvre. Je trouve ça terrible de catégoriser ça. Ouais, c'est que du shoujo. Non, c'est pas des choses, c'est des œuvres. C'est des œuvres. Donc dans le shoujo, il y a des œuvres en fait. Et donc je suis fatiguée. Je vais laisser Diane. Aujourd'hui, j'ai dit. On est dimanche, c'est normal. Roue libre. C'était une très belle roue libre. Ça s'achève sur il y a des œuvres et je suis tout à fait d'accord. Ouais. Des œuvres qu'on veut voir en France, amis éditeurs, ramener le groupe de l'an 24 dans vos publications. On en a 3 de traduites sur genre la dizaine qu'il y avait, donc le nombre de pépites du vieux shoujo à côté desquels on passe. Imaginez le groupe de l'an 24 à Angoulême. Ah, je crois qu'elles sont un peu âgées pour certaines, mais ce serait grave stylé. Ouais, justement. C'est trop bien. Moi, pour le coup, effectivement, il y avait tellement de rapports à l'émotion dans le shoujo qu'il n'y avait pas forcément dans le shonen. J'aimais le shonen parce que ça avait d'action, de mystère, de violence, ce genre de choses. Mais je ne retrouvais pas forcément les relations entre les personnages, peut-être les amitiés aussi qui se créent. Et pour le coup, je pense que j'ai pas eu assez de... Comment dire ? De shoujo vraiment qui aurait pu me guider dans la vie, où c'était vraiment en mode qui m'avait inspiré de ouf. Et c'est un peu pour ça, je pense, que j'ai fait Colossal aussi. C'est en mode, j'aurais bien aimé lire ça quand j'étais ado, avoir un petit peu plus de ce côté. Oui, bon, la romance c'est mignon, mais faire des trucs en étant une meuf, avoir des amis, je sais pas. Et je pense que la romance, elle est d'autant plus forte quand justement, quand elle appartient à tout quand il y a une intrigue hors romance en fait. Moi j'avoue, j'écris mes histoires comme ça, c'est-à-dire certainement il y a la romance, mais il y a aussi les difficultés, les machins, les trucs, et il y a les thèmes dont on a envie de parler, tac. T'as l'histoire de base et puis la romance elle vient s'ajouter comme un petit truc. Et moi je trouve qu'elle est plus forte comme ça, mais c'est vrai que comme tu dis, dans le shoujo, les relations entre les personnages sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus poussées que dans un shonen où c'est la métier viril et puis voilà, tu vois, langage des enfants. Et maintenant on est copains. Voilà, et du coup, voilà, la subtilité c'est cool aussi en fait. Ouais. Comme tu disais, l'exemple aussi d'avoir des femmes qui créent et qui faisaient autant d'histoires variées, oui, en tant qu'autrice, totalement, c'est totalement une inspiration aussi et ça pousse à vouloir faire de grandes choses. J'avais discuté avec une autre autrice beaucoup inspirée du shoujo qui s'appelle Vanida, du coup, que tu connais bien, qui avait elle-même questionné d'autres autrices de sa génération, et on s'était rendu compte qu'il y avait eu un vrai boom d'autrices de BD françaises lié en fait au Club Dorothée, en fait à la génération qui avait eu accès aux dessins animés japonais, parce que je pense qu'il y avait une esthétique plus féminine en fait, même dans les shonen, même dans, je sais pas, genre Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Tous les mecs sont fabuleux et il y a une esthétique qui plaît aux femmes, qui leur parle, qui leur donne envie de dessiner, qui leur donne envie de, je sais pas, s'imaginer mariée avec un des Chevaliers du Zodiaque avec des enfants, mais c'est pas grave, c'était fantasme quand t'es enfant, je sais pas. Et du coup, il y avait vraiment, je pense que ça a eu vraiment un effet bénéfique sur la parité dans la BD, le fait qu'il y ait accès au manga en France dès les années 80, parce que en fait, il y a une génération d'autrices dont tu fais partie qui a été inspirée du manga et qui est allée là-dedans.
Et on le doit notamment au shoujo, mais même au manga plus généralement, parce qu'il y a dans nos yeux d'occidentaux quelque chose de plus androgyne, les histoires de travestissement, de stéréotypes de genre détournés. Je pense à Ranma 1/2 qui est un shonen, qui a quelquefois des aspects hyper beaufs, hyper graveleux, hyper sexuels, mais qui parle quand même d'un mec qui se transforme en fille et qui aime bien s'auto-érotiser aussi. Ranma, il est comme moi, je suis une vraie femme et tout, contrairement à toi, Adeline. Je sais pas. C'est clair. Je sais pas si on pourrait refaire ça aujourd'hui, tiens. Il y a beaucoup de choses du Club Dorothée, je trouve que... Mais c'est bien dans leur époque, c'est des classiques. Moi, je le dis, aujourd'hui, relisez City Hunter, mais allez-y avec le recul qu'on a aujourd'hui en le replaçant dans son époque. C'est ça, exactement. Le Club Dorothée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une émission qui est passée dans les années 80-90. Oui, c'est ça. Et c'est littéralement la première vague d'animés en France. C'est là que le Japon a amené ses premiers animés. Et les gamins de l'époque, ils sont devenus fous. C'est ouf. Ils sont devenus... ils sont devenus malheureusement. Donc, merci le shoujo, merci le manga pour cette vague d'autrices, pour ces BD au féminin qui, je l'espère, vont persister, se multiplier. J'espère que Colossal va faire plein de petits, tout comme la Rose Écarlate a fait plein de petits. Et bien, merci à vous d'avoir suivi ce live Twitch et merci beaucoup Diane et Patricia pour ces échanges passionnants. Merci.